Bonjour ou bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes lundi 21 juin 2021. Bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance dont voici d'abord les principaux titres. La communauté internationale devrait tout faire pour aider les réfugiés à reconstruire leur vie. L'appel est du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'était ce 20 juin à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. L'Union européenne devrait user de son influence pour demander aux autorités burundaises de garantir la liberté de la presse, estime le Comité pour la protection des journalistes. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis l'espace politique est resté verrouillé au Burundi au cours de cette première année de gouvernance du président Ndayishimiye, selon l'opposant politique en exil Jérémy Minani. Voilà pour les titres. Depuis 2001, le 21 juin de chaque année est célébrée la Journée mondiale des réfugiés. C'est une journée internationale ayant pour but de sensibiliser le monde entier à la cause des réfugiés. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de cette journée, a rappelé la nécessité d'aider les réfugiés à reconstruire leur vie. Il a aussi rappelé que cette période de la pandémie du Covid-19 a montré qu'il faut être solidaire pour réussir. Suivez. War, violence and persecution have forced more than 80 million people around the world to flee their homes, leaving everything behind to save themselves and their families. Refugees must begin their lives anew. But for so many, the pandemic has wiped out their livelihoods, led to stigmatization and vilification, and exposed them disproportionately to the virus. At the same time, refugees once again demonstrated their invaluable contribution to their adoptive societies as essential and frontline workers. We have a duty to help refugees rebuild their lives. COVID-19 has shown us that we can only succeed if we stand together. On World Refugee Day, I call on communities and governments to include refugees in healthcare, education and sport. We heal together when we all get the care we need. We learn together when we are all given the chance to study. And we shine together when we play as a team and respect everyone. On World Refugee Day, I commend the countries that have welcomed refugees. But we need more support from states, the private sector, communities and individuals if we are to move together towards a more inclusive future free of discrimination. The refugees I have met have shown me what it means to rebuild your own life while summoning the strength to enrich the lives of others. As I commissioned for refugees for 10 years, I was inspired by their courage, resilience and determination. I thank refugees and displaced persons across the world and reiterate my personal admiration for what they have taught us all about the power of hope and healing. This World Refugee Day and every day, we stand together with refugees. La Journée internationale des réfugiés est célébrée alors que les réfugiés en général sont dans une misère sans nom et que les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie sont maltraités. Ces propos sont de Léopold Shalangabo, vice-président de la CDBH Vicar. Léopold Shalangabo demande aux réfugiés de changer de mentalité et commencer à entreprendre des activités génératrices de revenus. La journée mondiale d'un réfugié arrive pendant que les réfugiés du monde entier sont menacés par les conséquences du Covid-19 parce que les pays les plus contribuables ont été touchés. Par conséquent, les réfugiés n'ont pas été épargnés. Cette journée arrive aussi pendant que les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie sont menacés, sont sous pression de rentrer forcément parce que depuis 2019 non plutôt depuis 2016 certains réfugiés ont été tués, d'autres ont été rentrés forcément, il y a d'autres qui ont été disparus. Aussi, il y a d'autres réfugiés qui ont été extradés illégalement, qui sont maintenant détenus dans différentes prisons au Burundi. Donc, même au Congo, les réfugiés crient souvent qu'il y a la famine et aussi l'insécurité. Je peux aussi ajouter que la famine menace beaucoup de réfugiés dans les camps de la région. Alors, pour mieux combattre la famine dans les camps de réfugiés,
il faut que le HCR et les pays contribuables puissent revenir en aide aux réfugiés qui sont dans les camps de la sous-région. Il faut aussi que les réfugiés eux-mêmes passent aussi au projet d'autofinancement, c'est-à-dire faire des pratiques, des activités génératrices de revenus. Les Burundais qui sont en exil doivent garder l'espoir et prendre leur courage à deux mains pour continuer à revendiquer leur droit d'avoir une patrie. L'appel est de l'association de lutte contre le génocide Section Canada. Et cette organisation a profité de cette occasion pour rappeler à la communauté internationale qu'il y a encore des milliers de Burundais vivant dans des camps de déplacés à l'intérieur du pays depuis 1993. Emmanuel Nkurunziza, secrétaire de la Génocide Section Canada, demande à la communauté internationale d'exercer la pression nécessaire au pouvoir de Gitega pour qu'il réhabilite les déplacés de l'intérieur dans leurs droits. Nous avons sorti ce communiqué d'abord pour exprimer notre soutien, nos soutiens indéfectibles aux réfugiés burundais. Nous sommes focalisés sur les réfugiés burundais d'abord parce qu'il y en a de récentes dates, mais il y en a aussi qui viennent de passer presque 30 ans dans les camps de déplacés intérieurs. Nous pensons particulièrement aux rescapés du génocide Tutsi de 1993 où ils résident dans les camps et papiers dans les provinces de Ngozi, dans les provinces de Gitega et un peu partout ailleurs. Pour le cas de ces réfugiés intérieurs burundais, ils sont là dans les camps de déplacés depuis qu'en 1993, octobre pour être précis, les miliciens du parti au pouvoir à l'époque, le Sahwanya Frodebo, se soient donc attaqués aux Tutsis, mais également à des Hutus membres du PRONA, donc parti de l'opposition à l'époque, ce qui a fait non seulement des morts ciblés donc par ethnie, mais également des centaines de réfugiés. Et c'était aussi l'occasion d'encourager encore une fois ces réfugiés pour leur rappeler que même s'il y en a parmi eux qui sont nés sur ces sites, qui doivent savoir que nous savons que nous devons tout faire pour les aider à revendiquer, à avoir un chez soi, parce qu'il y en a qui, justement, viennent de passer, donc sont nés là-bas et qui maintenant sont à l'âge adulte, qui se sont même mariés. C'est une occasion de se rappeler, de s'encourager mutuellement. Question de dire à tous les intervenants que tout ce qui doit être fait au niveau du droit, au niveau de la pression internationale, politique et autres, doit être déployé et ne jamais relâché jusqu'à ce qu'ils recouvrent leurs droits. Nous avons en outre profité de l'occasion pour rappeler au monde, et en précisant ou plutôt en insistant sur la sous-région et surtout sur les Burundais et les autorités, que nous sommes au courant de ce plan occulte. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de déclaration du genre, mais si on fait un monitoring dans les différentes provinces du pays, là où il y a encore des camps de déplacés, on a constaté que pour ceux qui s'étaient organisés, qui étaient parvenus à se trouver des lopins de terre et qui étaient même parvenus à construire des habitations ici et là, il y a un plan soutenu de rachat de leurs propriétés afin que donc, cette population reste toujours dans le dénuement. Et nous avons parlé du cas des centaines de réfugiés extérieurs burundais, là où ils sont, où ces centaines de milliers de Burundais qui ne peuvent pas rentrer chez eux regardent de leur patrie mère sans jamais pouvoir mettre le pied. D'abord pour qu'ils ne perdent pas espoir, ensuite pour qu'ils déploient tout ce que le droit local et international leur permet pour que la pression nécessaire soit exercée sur le pouvoir qui les a rendus à cet état d'exil. Et donc l'occasion de s'encourager, mais également de se rappeler, de se réarmer moralement pour qu'on sache que le droit ne se commande pas, il n'est pas offert sur un plateau d'or, il revient aux concernés, au premier chef, les réfugiés, d'exercer la pression sur qui de droit, afin donc qu'à l'avenir, on recouvre non seulement nos droits, mais également conjure une fois pour toutes cet état de fait où le Burundi est devenu finalement une sorte de pépinière pour les réfugiés dans la région comme dans le monde. Le comité de protection des journalistes et d'autres groupes de défense des droits de l'homme ont appelé ce lundi le représentant de l'Union européenne à respecter les critères fixés en 2016 lorsque l'Union européenne a suspendu son soutien financier direct au gouvernement burundais.
Selon Tom Gibson, l'Union européenne doit maintenant user de son influence pour demander aux autorités burundaises de garantir que tous les journalistes peuvent opérer librement et en toute sécurité au Burundi et a appelé à des enquêtes efficaces sur la disparition en 2016 de Jean Bigirimana, journaliste du journal Iwachu. Suivez. Notre message est très clair que l'Union européenne devrait honorer ses engagements. Maintenant, on voit qu'il y a eu une discussion entre l'Union européenne et le gouvernement burundais à propos de réformes, mais notre avis est que ces réformes ne sont pas suffisantes. Et par rapport à la liberté de la presse, on a vu une réouverture trop limitée des stations de médias privés qui ont été fermées en 2015. Malgré la déclaration de la CNC de la semaine passée, qui dit que le BBC peut recommencer ses opérations au Burundi, le BBC et le VOA, le Voice of America, sont toujours suspendus. Et autrement, quelque chose qui est très important pour le travail pour le Comité pour la protection des journalistes, c'est que nous pensons qu'il n'y a pas eu des enquêtes crédibles par rapport à la disparition forcée en 2016 du journaliste Iwachu, Jean Bigirimana. Et voilà, avec toutes ces questions, toutes les limites pour la liberté de la presse, le fait que les journalistes sont menacés, harcelés par le gouvernement, par les responsables du parti en pouvoir. C'est très important maintenant que l'Union européenne se focalise à propos de quoi il s'agit en vraie liberté de la presse au Burundi. Et juste pour conclure, je pourrais peut-être faire la comparaison avec le paysage médiatique au Burundi. Avant la crise de 2015, c'est que la contribution que les médias indépendants a joué quand les médias indépendants, évidemment, c'est toujours la question des médias qui sont maintenant en exil, mais la question d'enquêter les violations des droits de l'homme, les allégations de la corruption, toutes les questions sensibles qui sont importantes pour les citoyens burundais. Et il est clair que cet espace n'existe plus au Burundi et que l'Union européenne ne peut pas fermer ses yeux à cette réalité. Le climat politique n'a jamais été déverrouillé depuis l'arrivée au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye. L'analyse de l'opposant Jérémy Minani, président du Parti pour le Rassemblement des démocrates burundais RDB. Ce politicien en exil indique qu'il n'est pas du tout étonnant si on se souvient que le président burundais a été porté au pouvoir par des élections truquées d'avance et que par conséquent, il n'a pas de compte à rendre au peuple. En réalité, les Burundais n'attendaient pas grand-chose de la part d'Évariste Ndayishimiye. Vous savez, Évariste Ndayishimiye est arrivé au pouvoir par une fraude électorale. Les dirigeants qui arrivent au pouvoir via ce canal ont tendance à se comporter comme se comporte Évariste Ndayishimiye actuellement. Ils pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Ils pensent qu'ils vont garder le pouvoir de la manière dont ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire par la force. Ils se comportent comme de petits dieux. Ils pensent que le pays est leur propriété privée. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, Évariste Ndayishimiye fait partie d'un groupe de criminels, ce cercle de généraux issus du maquis, qui, en réalité, ont créé l'abîme et le chaos dans notre pays. Alors, je pensais qu'Évariste Ndayishimiye allait changer juste parce qu'il est devenu président. Ce serait vraiment une manière de ne pas prendre compte de la véritable facette de cet homme. Regardez comment il se comporte actuellement. C'est-à-dire, il est un homme qui se comporte toujours comme le président du parti CNDD-FDD. À tout le moins, on avait pensé qu'il allait respecter sa parole. Il avait dit qu'il va être le président de tous les Burundais. Il a échoué. Il se comporte toujours comme le président du parti CNDD-FDD. Il a échoué à unir les Burundais. La tâche principale qu'il attendait, c'est de résoudre la crise multidimensionnelle qui ronge notre pays depuis 2015. Il avait d'ailleurs promis le jour de son investiture qu'il y va engager des négociations inclusives sous médiation neutre, mais il a échoué.
Il a complètement ignoré. Et puis, nous lui avons même tendu la main via une organisation internationale. Mais il a répondu de la manière dont Nkurunziza a répondu, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas poursuivis par la justice peuvent retourner au Burundi, et ceux qui le sont ne sont pas les bienvenus. Il continue jusqu'à présent de monter une population contre une autre. Regardez ce que fait la Commission Vérité et Réconciliation. Regardez comment l'espace politique est verrouillé. Regardez comment le fonctionnement des partis politiques reste perturbé et que le seul CNDD-FDD est autorisé à fonctionner. Bref, au niveau politique, on dirait que M. Evariste Ndayishimiye est tout simplement une honte nationale. C'est un président qui, en réalité, ignore les véritables problèmes qui rongent notre pays. Ce dimanche dernier, le 20 juin 2021, un marathon international de la paix a été organisé à Kigali pour la 16e fois. Cette année, le nombre de participants a été moins élevé suite aux mesures barrières prises pour faire face à la pandémie de Covid-19. Tous les participants ont été obligés de faire un test rapide au coronavirus. Dans la catégorie homme, l'Éthiopien Derse Kindi a remporté la victoire. Il a fait 42 km en 2h23 minutes 29 secondes. Dans la catégorie femme, la Kenyane Isgar Cheruto vient en première place avec un chrono de 2h51 minutes 43 secondes. Derse Kindi estime qu'il n'y a pas de grande différence entre les marathons organisés par son pays, l'Éthiopie, et ceux organisés au Rwanda. My name is Derse Kindi. Very, very difficult. Difficult and heavy race. This is lots of up and downs. Yeah, it's very difficult to run fast time. The time relates. Because of the little up and downs. And this is Kigali Marathon. It takes place every year. And keep going ahead with every year for next. And thank you so much for invitation. I won this race, but I lost too much money. Yeah, it's very up and down. Final time. I touched Almighty. I win. And I am feel happy. You from Ethiopia? Ethiopia. Which difference between Ethiopia and Kigali? What? Which difference between marathons in Kigali? Yeah. Almost some of the city of Kigali and Addis Ababa is the same. Lots of up and downs. But this is our worst. I mean, this up and down is very high and slow down, very steep down, and that harms your backbone. When you bring down, you feel pain about your back. Understanding? Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.